Mesdames, Messieurs, chers honorables invités, chers ambassadeurs de pays musulmans, notamment la Palestine et la Turquie, chers honorables conférenciers, chers amis, chères sœurs, chers frères, nous rendons, comme chaque année, grâce à Dieu d'avoir permis la tenue de cette 34e rencontre annuelle des musulmans de France, la RAMF. Ces 4 jours sont toujours de grands moments de spiritualité, de fraternité et de dialogue. Nous sommes heureux de les vivre avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions de votre présence et de votre fidélité. Nous remercions le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet délégué à la sécurité des aéroports et l'ensemble de ses services qui ont facilité la tenue de cette rencontre et notamment les services de police qui veillent à l'ordre et à la sécurité et à la bonne gestion des flux. Nous remercions également les maires du Bourget, d'Uni et de la Courneuve pour leur accompagnement. Je tiens en votre nom tous à remercier chaleureusement les centaines de bénévoles qui déploient des efforts considérables pour le bien-être de tous. Je remercie l'ensemble de nos invités qui nous ont honorés par leur présence à la réception annuelle, ainsi que les 200 intervenants et conférenciers, le millier d'exposants. Je remercie les représentants du ministère de l'Intérieur, les représentations diplomatiques, les responsables associatifs de France et d'Europe, les aumôniers nationaux et les imams et l'ensemble de nos partenaires. Cette année, mon propos, je vais l'axer sur 3 points. D'abord, ce chantier qui nous a occupés pendant 4 ans, depuis mon élection à la tête de l'UIF, avec autour de moi un bureau exécutif composé de 13 personnes, nous avons proposé au conseil d'administration un projet que nous avons appelé le grand chantier. C'était le chantier de la réflexion et de la réforme. Et celui qui se contente aujourd'hui d'essayer de comprendre pourquoi l'UIF s'est transformé en musulmans de France et quelle est la nécessité de tout ça et qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message à travers le changement du nom. C'est pour cela que je vais me tarder un petit peu à vous expliquer le travail qui a été le nôtre à travers cette commission qui a travaillé pendant 4 années et qui nous a présenté ses conclusions définitives au mois de février. Franchement, le nom, la décision du changement du nom a été arrêtée à l'Assemblée extraordinaire du mois de février, mais nous avons préféré laisser justement la communication autour de ce nom jusqu'à la tenue de la rencontre annuelle des musulmans de France. Vous savez que pour comprendre l'intitulé aujourd'hui, musulmans en France, il faut faire un peu d'histoire et rappeler les différentes étapes par lesquelles est passée cette communauté musulmane de France ou la présence musulmane de France. Il y a une phase des années 70 qu'il faut rappeler tout le temps où les musulmans, ils étaient là sans mosquée, sans école, sans revendication, sans plat halal, sans foulard, sans rien du tout. Ils étaient là des simples musulmans, célibataires pour un grand nombre d'entre eux, et ils ont essayé à un moment donné, ils ont essayé de vivre un peu leur religion, mais les conditions, ils étaient à l'époque, bien sûr, pas celles d'aujourd'hui. Juste après, une nouvelle étape, c'est l'étape de l'islam en France. Et c'est un peu les années 80. Durant les années 80, il y avait une communauté, pour la plupart de ses membres, ils étaient des étrangers, des prêts-à-partir, comme dirait l'autre. Eh bien, un islam bricolé, un islam des étrangers, un islam des caves, un islam des sous-sols, on peut dire, mais un islam qui ne s'affichait pas, un islam qui n'avait pas pignon sur rue, pratiqué en grande majorité par des étrangers et notamment par une bonne partie des étudiants qui venaient à l'époque poursuivre leurs études en France. Juste après,
et avait l'air la troisième phase qui est celle de l'islam de France. Et vous aurez remarqué que l'UIF, créé en 1983, il a vécu la première étape, il s'appelait l'Union des organisations islamiques en France. 1992, l'UIF a changé de nom et il commençait à s'appeler l'Union des organisations musulmanes de France. C'était un peu les années 90 jusqu'en 2000. Aujourd'hui, nous entamons la quatrième étape, une nouvelle étape, celle de musulmans de France. Donc nous vous avons réservé un peu le scoop pour vous dire qu'à partir de quelques minutes, dans 20 minutes exactement, vous entendrez et on n'utilisera que l'intitulé, le titre nouveau de l'UIF qui s'appelle « Musulmans de France ». Vous aurez remarqué, on a commencé par musulmans en France, musulmans en France, à islam en France, à islam de France et aujourd'hui musulmans de France. Et la boucle est bouclée en quelque sorte. Pour cela que, pour comprendre le changement du nom, il faut le comprendre dans un processus d'évolution et dans un processus de sédentarisation et dans un processus justement d'intégration dans ce pays. Ce qui est mis en avant à partir d'aujourd'hui, c'est le côté citoyen, musulman. Ne parlons de personnes physiques et non pas de structures et non pas d'associations. Ce qui est mis en avant, c'est d'abord le côté citoyen des musulmans de notre pays. L'UIF qui a depuis sa création en 1983 a toujours accompagné les musulmans dans leur quête d'intégration, d'installation, de sédentarisation et surtout, il les a outillés et équipés, notamment sur le plan de la réflexion. Cette évolution, il a accompagné, il a outillé et accompagné cette réflexion de l'installation des musulmans de France. Rappelons au passage toute cette période des années 80 cette période qui a connu des débats intenses à l'intérieur de la communauté portant sur ces sujets essentiels. Malheureusement, cette période de débats intenses au sein de la communauté n'a pas été malheureusement rappelée par ceux qui suivent l'installation de l'islam dans notre pays, par un certain nombre de sociologues et de ceux qui suivent la communauté musulmane dans sa quête de sédentarisation. Des sujets essentiels à nos yeux comme l'installation durable sur le sol français, la naturalisation, l'acquisition de logements, la compatibilité entre les valeurs de l'islam et celles de la République, la laïcité, la langue française, la citoyenneté. Et nous avons à un moment donné dit ici au Bourget qu'un bon musulman ne peut qu'être un bon citoyen. Ces thèmes qui reviennent aujourd'hui dans le discours d'un certain nombre et dans les propos d'un certain nombre notamment de politiques qui nous rappellent ces concepts que nous avons développés ici au Bourget et puis ils nous font passer cet éternel examen de conscience. Est-ce que l'UIF sont respectueux des lois de la République? Est-ce que l'UIF ne préfère pas la charia aux lois de la République? Est-ce que l'UIF ne sépare pas les hommes et les femmes en matière de droits et de devoirs? Est-ce que l'UIF pratique la loi de 1905, etc., etc., etc. Vous avez remarqué que ces questions auxquelles nous avons répondu il y a longtemps, ils sont encore dans la bouche d'un certain nombre de candidats aujourd'hui. Cette période qui a duré une dizaine d'années, malheureusement, sont pas nombreux les sociologues et les spécialistes de l'islam qui en parlent aujourd'hui. Alors que les conclusions des travaux de cette période sont en grande partie le point de départ de cet islam de France que nous vivons aujourd'hui. Croyez-moi, mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs, que ce n'était pas un travail facile, c'était quelque chose de très difficile. Je vous parle d'une période que nous avons vécue, qu'aujourd'hui, certes, il n'y a que ceux et celles qui l'ont vécue,
qui l'ont en tête. Eh bien, ce travail de transformation, d'adaptation, de réforme qui a été fait par l'UEF était quelque chose de très difficile. Introduire la langue française dans nos discours et nos prêches. Mais rappelez-vous, rien qu'en 1988, tous les discours ici, sur scène, se faisaient en arabe. 1988, 89, 90, 91, on était une structure qui parlait l'arabe. Introduire le français dans nos prêches et dans nos discours, ce n'était pas, à cette époque, ce n'était pas une chose facile. Encourager les musulmans à se naturaliser n'était pas aussi une mince affaire. Surtout, il y a encore un discours qui rappelait et qui continue encore à rappeler encore aujourd'hui l'incompatibilité de l'islam et des valeurs de la République. Un discours au sein de la communauté. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui, même ceux d'hier, ils sont encore aujourd'hui, qui nous rappellent qu'on ne peut pas être français et musulman. Et ils sont là, Dieu merci, qui sont en voie de disparition. Mais il y a des personnes encore aujourd'hui, et il y a encore des discours qui disent qu'on ne peut pas être français et musulman dans ce pays. Donc l'incompatibilité de l'islam et des valeurs de la République, voilà ce qu'est l'UEF, une école de pensée. Et je le dis, et je l'affirme aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit quand j'étais auditionné par le Sénat, que l'UEF, certes, il a un cadre juridique, c'est une association 1901, mais au-delà d'un cadre juridique, l'UEF, il draine les foules, l'UEF, il organise des manifestations. Ce n'est pas en tant qu'association qu'il les organise. Il a un discours, il a un programme, il a une philosophie, il a une lecture de l'islam. Il a sa propre lecture de l'islam que nous avons discuté et débattu ici en 2005. Nous avons organisé un Bourget sous le titre « L'islam de France, de quelle lecture s'agit-il » Nous avons mis en évidence le pluralisme des lectures, c'est-à-dire que l'islam est un, mais les lectures sont multiples. Donc l'UEF est une école de pensée, l'UEF il a une lecture adaptée des textes. Nous sommes les premiers à parler de la contextualisation et nous avons des spécialistes en la matière, notamment le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tariq Obro. Une pratique modérée et un discours responsable. Ce que je vous livre aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, chers amis, est consigné et compilé dans des écrits et dans des rapports que nous produisons à l'occasion de chaque rencontre et de chaque colloque que nous organisons. Nous avons répondu thème par thème, sujet par sujet, question par question, à toutes les questions qui ont été posées durant tout notre parcours. Mais hélas, un certain nombre de nos détracteurs continuent et persistent à nos jours, à nous sortir à chaque fois cette rhétorique, double discours, ambiguïté, non-respect des lois, non-respect de la laïcité, non-conformité aux lois, intégrisme, fondamentalisme, voire même proche du terrorisme. Les mêmes questions auxquelles nous avons répondu, documents à l'appui, ici dans les enceintes du Bourget, malheureusement, ce discours est inaudible auprès d'un certain nombre de politiques de notre pays. Cette fois-ci, et à l'issue de ces 4 années de réflexion, l'UEF s'adresse aux musulmans de France et à qui de droit avec une charte. Nous avons travaillé pendant ces 4 années une charte qui définit l'UEF et qui prend ces thèmes, thème par thème, et il essaye de répondre. Et bien aujourd'hui, celui qui veut connaître la maison musulmane de France, il n'a qu'à lire cette charte qui définit l'association musulmane de France et comment il est caractérisé. Cette charte que je viens d'énumérer, ces valeurs qui définissent l'UEF
et que je viens d'énumérer, vous le trouverez dans un document qu'on vous distribuera tout à l'heure. Musulmans de France, voilà désormais le nom que nous porterons à partir d'aujourd'hui. Nous avons attendu cette rencontre. Nous avons fait exprès d'attendre ce moment solennel, d'attendre cette rencontre, la 34e, pour en communiquer. Musulmans de France, nous ne prétendons pas parler au nom de tous les musulmans de France. Et d'ailleurs, la presse tout à l'heure disait, mais est-ce que ce n'est pas prétentieux de dire musulmans de France? Vous n'êtes que vous, les musulmans de France. Il dit non, nous sommes une partie des musulmans. Et d'ailleurs, on s'appelle musulmans de France. On ne prétend pas représenter la totalité des musulmans de France. Nous ne sommes qu'une partie de cette présence musulmane chère à notre cœur. Deuxième point, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, cette campagne électorale. Et je commence par cette vidéo qui circule aujourd'hui sur le net, qui a été postée par la présidente du Front National jeudi dernier, au sujet duquel il appelle le ministère de l'Intérieur d'interdire votre rassemblement. Parce que nous sommes des extrémistes, vous êtes des fondamentalistes, vous êtes les bons Français que nous manipulons. Voilà, on vous inculque, aux yeux de la dame, on vous inculque le non-respect des lois de la République, on vous inculque l'application de la charia, on vous inculque la lapidation des femmes, on vous inculque de ne pas écouter la musique. Tout comment je vais qualifier de ça? Eh bien, ma réponse à cette vidéo qui a été postée, d'abord, donc elle appelle à la dissolution des musulmans de France. Donc les musulmans de France vont être dissous le jour de leur naissance, malheureusement. Et on appelle à l'interdiction d'un tel rassemblement. Ma réponse, la réponse de l'UIF, je dis d'abord, merci, Madame Le Pen. Vous nous avez fait une publicité dont on ne rêvait pas, un spot de 5 minutes fait par une oratrice telle que Marine Le Pen, un spot de 5 minutes qui parle, qui annonce déjà le Bourget. Demain, vendredi, c'est elle qui parle, je cite, demain, vendredi, se tiendra au Bourget la rencontre annuelle de l'UIF, de vendredi à lundi. Déjà, dès qu'elle annonce la tenue du congrès. L'année dernière, et c'est elle qui parle, ils étaient 150 000. Merci, merci. Ce spot publicitaire, si on l'avait commandé, vous savez très bien combien coûte un spot de 5 minutes dans notre pays. Eh bien, continuez à parler de nous. Deuxième point, un spot qui annonce la rencontre dans ses détails. Et puis, ça fait plaisir aussi, franchement, ça m'a fait plaisir. En écoutant ce spot ce matin, ça fait plaisir que le Front National nous mette dans un lot des grandes réalisations et des grands chantiers qui marchent, mais qu'il faut démolir. L'euro, l'Europe et l'UIF. C'est bien. Au moins, on nous met au même niveau. Donc, il va falloir sortir de l'euro, sortir de l'Europe, et puis interdire l'UIF. Donc, on met l'UIF dans un niveau d'importance aux yeux d'une personne qui prétend être président de la République. En répondant au Front National, je ferme la parenthèse, je tiens à rappeler ce que nous avons toujours dit. D'ailleurs, il est écrit dans le préambule de la Charte des musulmans de France, la fédération ou l'association musulmane de France est apolitique. Et ne le disant à haute voix, nous ne faisons pas de politique en tant que structure. Mais Amar Lasfar, c'est une personne physique. Amar Lasfar, c'est un citoyen. Il vote au même titre que les citoyens français. Quand je vote, je ne vote pas en tant que musulman, je vote en tant que citoyen. Et nous appelons les musulmans de France à faire de la sorte. Et pour cela que ceux qui attendent qu'une consigne sera donnée aux musulmans de France, oui,
Oui, la consigne que nous vous donnons et la consigne que vous devez absolument exécuter, c'est celle d'aller voter le 23 et le 7 mai. Il faut aller voter. Mais, franchement, ça serait vous prendre pour des enfants, pour des mineurs, que de vous dire votez pour un tel ou un tel. Ils sont 11. Ils sont 11. Vous avez suivi les débats. Vous avez suivi les déclarations. Et, alhamdoulilah, les intelligents que vous êtes et les intelligentes que vous êtes, eh bien, vous avez, pour une grande partie d'entre vous, vous avez une idée. Sinon, vous faites partie des 40% qui sont encore en train de réfléchir. Continuez à réfléchir jusqu'au moment où vous intégrez, où vous entrez dans l'isoloir. Une fois que vous êtes dans l'isoloir, vous dites Bismillah et vous votez. Et votez en âme et conscience, et votez pour la personne que vous jugez digne de vous représenter et de représenter la France et de parler au nom de tous les Français, sans discrimination, ni de religion, ni de race, ni de conviction, parce que vous êtes d'abord des citoyens de ce pays. Nous n'avons jamais donné de consigne à l'occasion d'une élection. Il nous est interdit, comme je viens de dire, mais comme je viens de rappeler, nous sommes avant tout des citoyens et c'est tout à fait normal de s'intéresser à un rendez-vous tel que celui du 23 avril et du 7 mai. Mes frères, mes sœurs, chers amis, ces consignes il y a, donc allez voter. Troisième point, mes frères, mes sœurs, je ne peux pas m'empêcher de m'adresser et d'adresser mes remerciements chaleureux à tous ceux qui ont contribué durant tout ce mandat. En tout cas, le mandat que j'ai vécu s'achèvera le 13 mai. Ceux qui ont contribué, notamment de la part de l'administration, parce que nous évoluons avec notamment le ministère de l'Intérieur et des cultes. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère, qui administre en quelque sorte le culte dans notre pays. Le Conseil français du culte musulman et tous ceux et celles, les préfets dans les régions et tous ceux et celles qui ont aidé à l'apaisement, à l'installation de notre religion et à la quête de la dignité de notre communauté, je tiens à les remercier, à leur rendre hommage. Et notamment, à la tête de ces personnes, je veux citer aujourd'hui le nom de M. Bernard Cazeneuve. Quand il était ministre de l'Intérieur, je suis témoin. Nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. Ces discours allaient dans l'apaisement. Ces discours allaient dans le respect de la dignité du culte musulman. Permettez-moi aussi, et surtout, de saluer un travail que font les imams dans les quartiers, les imams dans les villes. Ces imams aujourd'hui dont le statut n'est pas encore reconnu, ces imams aujourd'hui qu'on accuse injustement, ces imams aujourd'hui qu'on suspecte de cautionner je ne sais pas quel fondamentalisme ou je ne sais pas quel intégrisme, eh bien ces imams travaillent dans des conditions très difficiles. Heureusement que nous avons des imams dans ce pays. Heureusement que nous avons des présidents d'associations. Heureusement que nous avons des recteurs. Sinon, aujourd'hui, tout à l'heure, M. Abdullah Ben Mansour parlait de ceux qui ont raté leur vie. Tariq Oblo disait, ceux qui n'ont pas trouvé de sens à leur vie, alors ils cherchent un sens à leur mort. Ceux qui nous ont terrorisés pendant 2015 et 2016, ceux qui nous ont occupés pour ne pas s'occuper de la communauté, on est resté des heures et des heures, des nuits et des nuits, à dénoncer et à rappeler que l'islam et le terrorisme font deux, et que le terrorisme n'a pas de religion, et surtout n'a pas de religion qui s'appelle l'islam. Je tiens à rendre hommage à ces imams. Certes, on a échoué avec 11, avec 12, avec 20, avec 30, avec 100. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de ces dizaines de milliers de jeunes dans notre pays? Qu'en est-il de ces dizaines de milliers de cadres dans notre pays qui sont la fierté de leur religion et qui sont la fierté de leur pays? Ils ne sont pas partis en Syrie, ils ne sont pas partis en Irak, ils ne sont pas partis en Afghanistan, ils ne sont pas partis au Sahel, ils sont à Paris.
Ils sont à Paris. Ils observent le jeûne du Ramadan. Ils observent les 5 prières. Mais ils sont français d'abord. Et ils essayent de vivre leur religiosité dans l'apaisement, dans le calme, dans la sérénité. Mais en même temps aussi, quand il le faut, ils s'affichent en tant que créateurs de richesses, créateurs de valeur ajoutée dans leur pays qui est la France. Vous avez, je m'adresse à ces imams, parfois oubliés, merci. Barakallahu fikum wa shakarallahu lakum. Vous avez immunisé la communauté musulmane. Vous avez prévenu le radicalisme. Nous, on n'est pas équipés pour déradicaliser. Il y avait tout à l'heure une femme qui s'appelle Dounia Bouza, spécialiste en la matière. Il y a d'autres spécialistes dans les préfectures. Il y a un certain nombre de personnes formées à l'occasion. Mais nous, on n'est pas formés pour déradicaliser. Nous ne sommes pas à l'UIF des psychologues, des psychanalystes. Nous sommes des imams, des recteurs, des leaders associatifs. Mais nous faisons un boulot que les spécialistes en psychanalyse et en psychiatrie ne font pas. Nous évitons aux jeunes de tomber dans le terrorisme. Nous évitons aux jeunes de tomber dans le radicalisme. Voilà le travail qui est le nôtre. Et ça, on le fait avec fierté. On le fait bénévolement. On ne coûte rien à l'État. On ne coûte rien aux contribuables. Quoique, tout ce processus de déradicalisation, qu'est-ce qu'il nous coûte en tant que contribuables? Eh bien, nous le faisons avec plaisir. Parce que quand moi, Omar Al-Sfar, imam de la mosquée de l'île Sud, ou Mohamed, ou Ahmed, ou Khadija, ou Fatima, qui officient dans telle ou telle mosquée, quand je sauve une âme, quand je sauve une personne, quand je sauve un garçon, une fille, et je le mets dans le droit chemin, et je lui dis, sois utile pour toi-même, sois utile pour ta famille, sois utile pour ta communauté, sois utile pour ta société, crée de la richesse, crée de la valeur ajoutée, sois la fierté de tes parents, sois la fierté de ta société. Eh bien, mission accomplie, Omar Al-Sfar. Tu as servi à quelque chose. Mais qu'est-ce que je gagne, moi, Omar Al-Sfar, quand je manipule un jeune et je lui dis, allez, sabote les lois du pays? Qu'est-ce que je vais gagner? J'en ai 6. Au-delà des 5 millions de musulmans de France qui sont tous mes frères et mes enfants. Au-delà de ce nombre, j'ai 6 enfants dans ce pays. Qu'est-ce que j'aurais gagné, moi, en tant qu'Omar Al-Sfar, à saboter les lois de ce pays? Nous accuser de la sorte, c'est une injustice. Nous accuser de la sorte, c'est une grande injustice. Nous sommes des citoyens de ce pays et quand nous lisons dans la tradition prophétique que Hubbul Awtan min al-Iman, quand nous disons que l'amour de la patrie fait partie de la religion, la patrie pour nous, ce n'est pas nos pays d'origine uniquement, c'est la France. Nous aimons un pays qui s'appelle la France et on ne le dira jamais assez. Mais quand on note les musulmans de France, ou tous les musulmans de France, à travers l'échec de telle ou telle structure associative, à travers l'échec de l'école publique, à travers l'échec d'un certain nombre de politiques urbanistiques, et on demande à la mosquée de rectifier le tir, la mosquée est démunie, elle ne peut pas, elle participe, il contribue, mais c'est à l'école d'assumer ses responsabilités, c'est à la politique de la ville d'assumer ses responsabilités, c'est à la politique du logement d'assumer ses responsabilités, c'est aux politiques d'assumer leurs responsabilités, qu'on ne vienne pas tenir un discours religieux. Je dis de cette tribune, et je conclus, je dis de cette tribune, faites de la politique noble, faites de la politique, ne faites pas la religion. Vous n'êtes pas formés, vous n'êtes pas qualifiés. Et déjà vous faites mal la politique. Eh bien, ne vous amusez pas à faire de la religion. Nous faisons la religion. Nous sommes qualifiés, nous sommes formés et nous sommes, entre guillemets, surveillés et contrôlés. Laissez-nous faire notre job. Laissez-nous faire notre boulot. Nous avons commencé dans les années 70 avec des musulmans en France, puis on leur a
on les a sortis d'une phase à une autre étape, l'islam en France, puis on les a sortis, troisième étape, l'islam de France. Et aujourd'hui, ils sont au grand jour, musulmans de France. Et fiers de l'être. Et fiers de l'être. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, mes chers frères. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.